Et pour démarrer, bienvenue, donc vous êtes plus assez nombreux, hein, donc géographiquement, vous êtes en Tunisie, au Maroc, en France et a priori à l'île Maurice, donc bienvenue et je vous propose de démarrer. Donc ça sera co-animé, par Martine Lacombe qui est à mes côtés, donc moi-même, Philippe Moravec, pour cette session qui va durer 1 heure. Alors, sur l'édition 2021, le but de ce webinaire est de vous montrer les évolutions majeures qu'il y a dans cette version. Donc elle a été, développée entre le début de l'année, 2021 et la mi-mars, 2022. Quelques informations en termes de, je dirais chiffrées. Aujourd'hui, nous avons 5 clients en édition 2021. Il y en a 2 en production, donc complètement opérationnelles. Une qui est dans le SaaS hors ligne, on vous donnera quelques précisions par la suite, et une, sur ses propres serveurs, donc en on-premise. Et nous avons 3 clients qui sont donc en cours de migration et qui sont en pré-production et donc qui devraient, basculer dans les prochaines semaines, prochains mois. L'édition 21, bien sûr, fait l'objet d'une fiche version que vous pouvez, télécharger sur, CG Life et que vous allez pouvoir retrouver également sur le nouvel outil de documentation en ligne, et c'est uniquement l'édition 21 qui est dans ce cas. Une information assez intéressante, d'ailleurs, qui était demandée à l'initiative du club utilisateur, c'est bien de sortir des fonctionnalités, je dirais de traiter dans les fiches version des nouveaux sujets, mais est-ce qu'ils sont uniquement dédiés à l'édition en cours? Donc là, on parle de l'édition 21. Oui, à 71. Et est-ce qu'il y a des fonctionnalités ou des sujets qui sont redescendus sur les versions précédentes? Donc un petit quart sur la version précédente, l'édition 2020, et puis quelques pouillèmes sur l'édition 2019. C'est une tendance, hein, de plus en plus, plus on monte entre guillemets dans les versions et plus les sujets ou les fonctionnalités ne sont quasiment exclusivement que dans la version de développement, donc celle qui est mise sur le marché, et actuellement c'est l'édition 21. Donc elle a été mise sur le marché au mois de mars, de mi-mars, voilà, pour l'ensemble de nos clients. Vous verrez un planning en fin de séance qui, sur l'année 2022, vous donne les principaux jalons entre le moment où on l'a mise sur le marché, à qui c'est destiné, et puis également le planning de migration vers le SaaS pour nos clients qui sont en SaaS aujourd'hui. Quels sont les sujets qu'on va aborder aujourd'hui? Les sujets qui ont trait à la gestion commerciale, ensuite à la gestion de production. Nous verrons 2 autres sujets qui sont des fonctions transverses métiers, c'est-à-dire qu'on peut mettre ni en sales management ni en manufacturing. Et puis les sujets qui sont, qui ont trait à la partie technique, donc plus orientés, DSI et moins utilisateurs. Et puis enfin, comme je vous l'ai indiqué, on finira par un slide sur le planning, déjà passé, puis surtout à venir, jusque d'ici la fin de l'année. Puis évidemment, on répondra à vos questions. Et je vais laisser la parole à Martine. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer par la partie gestion commerciale. Une information importante, l'objectif de ce webinaire est de vous présenter les nouveautés. Je ne rentrerai pas dans le détail. Pour avoir plus d'informations, il y a effectivement la fiche version. Et puis, il y a bien sûr tous nos consultants qui se tiennent à votre disposition pour mettre en place des nouveautés et vous expliquer de manière détaillée le fonctionnement de chacune. Donc, une des premières modifications que nous avons apportées sur l'édition 21, c'est l'ajout de 10 critères statistiques supplémentaires au niveau de la fiche client. Il y en avait déjà 20. Nous sommes désormais à 30. Bien évidemment, l'ajout de ces 10 codes supplémentaires a été pris en compte dans l'intégralité de l'application. Donc, vous allez retrouver ces 10 critères supplémentaires au niveau des programmes règles de gestion, au niveau des programmes MUL de consultation, au niveau des programmes d'édition en critères sélectifs. Donc, c'est une information disponible partout. Ensuite, nous avons créé une nouvelle fonction de gestion des blocages des commandes clients. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle s'applique post-création de la commande, c'est-à-dire que c'est un batch qui va tourner les soirs ou enfin suivant vos tâches de planification et qui va permettre d'appliquer des blocages sur des clients selon des dates de début et de fin de blocage, donc sur une période donnée et en fonction d'une multitude de critères. Cette fonction, donc, elle gère les traitements, mise à jour des suspensions, d'affectation, préparation, expédition, facturation.
les 4 niveaux possibles. Nous avons également ajouté dans les fonctions MUL des commandes clients des nouveaux critères qui sont le poids de la taille de base de l'article et le poids de la taille de base du produit. Donc, si l'information n'est pas renseignée au niveau produit, on ira la rechercher au niveau article. Et l'intérêt de cette information, c'est de pouvoir, par exemple, déterminer le poids total d'une commande client. Tout cela en usant de la formule disponible au niveau des mules, formule de type quantité. Je prends le poids de la taille de base, je multiplie par les quantités totales de la ligne, et ainsi, ça me permet d'obtenir le poids global de ma commande. En affichant le commule, j'arrive à obtenir le poids global de la commande. Sinon, j'aurai le poids global au niveau de la ligne de commande. Donc, information disponible dans tous les CD 900. Donc, le 4, le 5, etc., etc. Ensuite, des nouvelles informations aussi en critères de mule. S'il s'agit du kit représentant qui n'était pas disponible jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on peut retrouver toutes les commandes qui ont été enregistrées par un représentant ou surtout par, en faisant une sélection par rapport à son nom, en faisant une sélection par rapport à son prénom si on en a envie. Enfin tout ce qui est disponible au niveau du programme de gestion des représentants du RE 001, tous ces critères-là, et ils sont nombreux. Ensuite, au niveau des critères d'éclatement de bons de préparation, on vient d'ajouter un nouvel onglet qui s'appelle critères d'unicité. Il est présent dans la fonction de gestion des critères d'éclatement des bons de préparation TA330 et il permet de définir pour certains critères articles et ou commandes qu'un BP soit géré pour chaque valeur en fonction de soit géré pour chaque valeur différente de ce critère. Par exemple, je pourrais très bien vouloir faire des BP par code coloris. Donc j'aurai des BP rouges, des BP noirs, des BP bleus, tout ce qu'on veut. Mais aussi, je peux combiner ces critères-là. Donc ça peut être des BP rouges de ma marque 1, des BP bleus de ma marque 2, etc. On a également ajouté au niveau du CD 902 un nouveau champ qui s'appelle combinaison regroupement et ça permet de connaître la combinaison de regroupement qui a permis de générer le BP. Ça va nous simplifier la vie quand on veut faire des recherches a posteriori de génération d'un bon de préparation. Au niveau des commandes fournisseurs à présent, on a, à l'initiative du club utilisateur, ajouté la possibilité de dupliquer une commande fournisseur à l'identique de ce qu'il existe en commande client. J'ai un nouveau bouton qui est apparu dans le LA 001 et qui ouvre une fenêtre où je peux définir les critères de la commande fournisseur que je vais créer. Donc il y a un bouton duplication avec plusieurs possibilités, duplication ou non des textes, des lignes ou des en-têtes de commande, génération des lignes sans quantité, conservation des prix même si je change le circuit, réajustement des coûts façon par rapport à la date de commande. Donc tout ça, cette nouvelle page a l'intérêt de vous faciliter la vie à ce niveau-là. Ensuite, toujours en commande fournisseur, jusqu'à présent, les données de transport étaient présentes uniquement au niveau de l'en-tête de la commande fournisseur. Ces informations viennent d'être descendues à la ligne dans un onglet complément ligne. Donc, on retrouve le code transporteur, le mode d'expédition, la condition de port et la ville Incoterm. Donc ces informations sont également éditées dans la commande fournisseur lors de l'édition de celle-ci. Et si elles ne sont pas renseignées, c'est les informations de l'en-tête qui seront prises en compte, sur le même principe de ce qu'on applique dans toutes nos fonctions. Au niveau des étiquettes produits finis, plusieurs petites évolutions intéressantes. Déjà, dans un premier temps, on a créé une nouvelle option, enfin, on a rajouté une valeur à une nouvelle option Edit NB série type. Alors, cette nouvelle option permet de définir si on souhaite éditer en nombre de séries types
ou en pièces individuelles. Donc, c'est valable uniquement pour les regroupements commerciaux de type colis à la pièce. Ça, c'est une information importante. Donc, si je vous donne un exemple, j'ai une commande avec 2 colis contenant chacun 10 pièces. En fonction de ces options, j'aurai la possibilité de sortir 2 étiquettes pour mon regroupement commercial colis, plus 20 étiquettes correspondant à chaque article individuel présent dans ce regroupement commercial. Tout ça en une et une seule demande, alors qu'auparavant, il fallait en faire plusieurs. Ici, dans le LA13, toujours au niveau de ce critère fonctionnel regroupement commercial, nous avons ajouté une nouvelle valeur, vous le voyez, édition du détail N et N+1. Tient compte de la valeur de l'option précédemment citée. Et enfin, toujours dans les étiquettes, on a donné la possibilité d'éditer des textes les textes à la ligne d'OF. Donc, ce sont les textes qui correspondent à une fonctionnalité, une liaison de fonctionnalités étiquettes qui sont imprimées ici et qui sortent sur vos étiquettes. Alors attention, les étiquettes ne sont pas bien larges, mais je vous rappelle que l'ELA13 permet aussi de sortir des fichiers qui peuvent être communiqués à des partenaires pour qui sortiront eux-mêmes l'étiquette. Donc, dans un fichier, j'ai la possibilité de mettre beaucoup d'informations. Donc, vous pourrez effectivement sortir beaucoup de textes puisqu'on a prévu 10 champs pour le contenu. Voilà pour la partie gestion commerciale. Maintenant, on va regarder plutôt la partie gestion de production, donc notamment avec les matières premières. Au niveau de la fonction SM42, qui permet de sortir le stock disponible, on a la possibilité, par le biais d'une nouvelle option, l'option EDI ample comple, qui par sa valeur 2 permet d'éditer le détail par emplacement. Donc, juste pour avoir un aperçu de ce que ça donne, voilà, par exemple, si je choisis la valeur 2 de cette option, j'aurai ce petit tableau qui sortira sur mon SM42 et qui me permettra de savoir par emplacement, alors emplacement, éléments, variante et lèse, selon le mode de gestion de la famille matière dans le magasin, le détail du contenu de chacun d'entre eux. Au niveau des propositions d'achat, suite à un calcul de besoin, on a donné la possibilité dans la fonction BE204 de pouvoir regrouper des lignes de proposition d'achat. Le calcul de besoin fait des propositions en fonction de délais et donc on peut avoir le même article qui est commandé sur 3 délais différents. Vous souhaitez peut-être pouvoir regrouper ces commandes, ces propositions de commandes sur un seul et même délai dans le but d'avoir des prix plus attractifs au niveau de vos fournisseurs. Donc une petite coche à droite permet de faire ce regroupement sur le délai que vous choisirez. Les quantités seront alors toutes cumulées sur la ligne que vous aurez définie comme étant la ligne maîtresse. Pour vous simplifier la vie dans l'usage d'Orly et la circulation entre les différentes fonctions, on a rajouté de nouvelles circularités pour permettre, par exemple, de naviguer entre le IN 902, qui est la consultation des nomenclatures, vers la fonction de gestion des nomenclatures, qui est IN 222. Donc, ça permet de faire une consultation et de la maintenance comme ça à la volée sans se déconnecter de la fonction et d'être directement sur la bonne ligne. De même, au niveau du IN 901, 911, 222, le M1 ou le MA 903, on a rajouté une circularité vers le IN 211, nomenclature matière. Enfin, sur le LA2, 902 pardon, et le LA1, on peut faire une circularité vers le LA 902. Troisième chapitre, tout ce qui est des améliorations transverses. Donc la première qui est une amélioration, enfin une nouvelle fonctionnalité dans l'application très conséquente, on va dire, puisque c'est un gros projet qui consiste à pouvoir faire de la purge dans la base en fonction d'un critère société. Les purges sont existantes depuis longtemps dans Orly, mais on pouvait le faire par rapport à une date, en ce qui concerne les historiques, par rapport à un code état, en ce qui concerne les articles, matières, clients, etc.
Là, c'est une nouvelle fonction qui permet de purger par rapport à un code société. Donc, ça va purger les tables d'historique sur le critère société, les périodes commerciales sur le critère société, toutes les entités par rapport à ce critère société, etc. Donc, le critère société deviendra la clé. Donc, évidemment, si celui-ci n'est pas renseigné au niveau d'une fiche article ou d'une fiche matière, on ne purgera pas. Donc, il y a aussi un travail préparatoire pour indiquer le code société là où il n'est pas obligatoire pour être sûr que l'information sera également purgée. Dans les échanges entre Orly et Y2, il est possible, quand on envoie le stock à l'application Y2, d'envoyer soit le stock d'un magasin, soit le stock qu'on a mis de côté sur une commande prévisionnelle. Donc jusqu'à présent, vous étiez obligé de renseigner le numéro de la commande prévisionnelle dans le TA 962. Alors c'était un peu lourd parce que vous pouviez faire des commandes par saison, par exemple, pour les gens qui font du saisonnier. Et parfois, on oubliait de venir renseigner ce numéro de commande ici. Pour vous faciliter la vie, on a rajouté 3 critères supplémentaires qui sont société client, code client et nature de commande. Donc la fonction, lorsqu'elle ira sélectionner le stock à envoyer à Y2, elle prendra toutes les commandes de ce client de cette nature-là et fera le cumul des quantités pour générer le stock pour Y2. Donc plus besoin de venir indiquer le numéro de la commande prévisionnelle. Au niveau de la ventilation comptable, dans TA 203, on a rajouté de nouveaux champs également permettant de ventiler de manière plus finement vos factures avant envoi à la comptabilité. Donc notamment, nous avons ajouté les 30 codes statistiques clients dont je vous ai parlé en début de présentation, mais également le comportement d'achat et une notion de client de regroupement. Donc c'est la fonction FA007 qui tient compte de ces éléments-là pour ventiler dans le bon code comptable. Nous avons également fait une nouvelle passerelle d'intégration des données d'application des tarifs. Donc c'est le TA 301 pour les initiés. Cette nouvelle fonction donc, permet d'intégrer ces données-là au niveau tarif commande et tarif client. Elle est uniquement en mode création. On ne gère pas la maintenance, on ne gère pas la suppression. Et il y a un web service associé pour plus de fluidité. Donc ne pas hésiter à l'utiliser. Enfin, de manière plus synthétique, il y a plusieurs éléments qui ont été ajoutés dans les échanges entre Orly et la SCM, notamment la possibilité de traiter des composants avec plus de 20 tailles et également des composants sans grille de taille. Dans le connecteur WMS, plusieurs petites informations ajoutées dans différents flux. Donc, par exemple, dans l'export de la packing list, on a ajouté la méthode d'approvisionnement du circuit de la commande fournisseur. On a ajouté le nombre de lignes du BL présent dans le fichier. Sur les commandes fournisseurs, de même, on a ajouté la méthode d'approvisionnement. Sur les bons de préparation, on a ajouté la date de création du bon. Et au niveau des exports articles, le code modèle. Donc, ces informations peuvent être ajoutées très facilement. N'hésitez pas à nous en faire la demande et permettre d'enrichir notre connecteur standard et très facilement de le paramétrer dans le JP 562. Voilà pour les nouveautés fonctionnelles. À présent, un petit focus sur les nouveautés plutôt techniques. Donc l'édition 21 d'Orly a été validée sur Windows 11 et également sur Apple sur la version macOS Big Sur. Donc là, Orly est opérationnel. Vous pouvez l'utiliser avec ces deux navigateurs. Information importante, c'était une particularité qu'on avait en on-premise. C'était permettre la gestion d'un relais d'impression. Alors ça, c'était utilisé si vous étiez positionné en France et que vous aviez une filiale
un peu lointaines qui étaient connectées sur votre site en France et qui souhaitaient faire des impressions. À l'époque, les performances n'étaient pas au rendez-vous et on avait dû gérer cette notion de relais d'impression afin d'avoir des temps de traitement corrects. Aujourd'hui, avec le SaaS notamment, tout ça a bien évolué heureusement et on n'a plus le besoin de ce relais d'impression. On vient donc de l'abandonner. Donc si vous en gérez, va falloir, faire des tests quand vous migrerez sur Édition 21 pour vérifier que, les temps sont acceptables. Au niveau des échanges de fichiers, donc notamment en on-premise, on avait à l'époque un petit utilitaire qui s'appelait Romeo. Alors Romeo, il avait la particularité de gérer les échanges de fichiers entre le monde Linux et le monde Windows. Donc son paramétrage n'était pas des plus aisés. On avait une fonction qui le permettait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple puisque c'est géré nativement. Au niveau des envois, vous avez le JP15 pour définir un serveur distant et paramétrer comment je dépose mes fichiers ou je récupère mes fichiers à distance. L'inconvénient de Romeo, c'est qu'il ne fonctionnait que par le protocole FTP et il ne répondait plus aux normes de sécurité qui nous sont imposées aujourd'hui. Donc, il faudra revoir, si vous utilisez encore Romeo, revoir les échanges, mais ce n'est que du paramétrage au niveau du JP15. Donc, comme je vous le disais juste à l'instant, FTP, c'est terminé. On a banni l'utilisation du protocole FTP dans notre application. Aujourd'hui, on n'utilise que du SFTP, donc la notion sécurisée de FTP, pour faire des échanges de fichiers afin de répondre à des normes de sécurité indispensables aujourd'hui dans le contexte actuel. Néanmoins, le protocole FTP peut être activé, mais c'est vous et vous seul qui ferez la démarche pour l'activer. Nous ne l'installons plus par défaut. Au niveau de la gestion des utilisateurs, enfin de l'accès utilisateur, donc JP4 permet de définir quels sont les droits que je donne à tel utilisateur. Je vous donne un exemple tout bête. Un utilisateur avait accès à CD001 pour saisir des commandes clients. Aujourd'hui, j'ai un web service qui permet de créer des commandes clients et ce n'est peut-être pas forcément le même utilisateur que celui qui faisait de la saisie manuelle. Donc, au niveau du JP4, on a bien distingué les deux notions, fonction utilisée par le portail ou fonction utilisée par le web service afin de pouvoir cibler des utilisateurs dans un contexte comme dans l'autre. Donc, si vous utilisez des web services, lors de la migration, il faudra penser d'activer en fonction des utilisateurs l'autorisation d'utilisation du web service. Enfin, un petit rappel. Philippe, tu es allé un petit peu vite. Il me manque mon rappel très, très important en plus. Si tu me loupes cette slide, c'est dramatique. Une fonction que vous devez tous avoir en tâche planifiée, la PU400. Alors, c'est une fonction qui permet de faire des purges techniques, mais elle est indispensable pour ne pas surcharger votre base de données. PU400, ça permet de purger des historiques d'édition. Dans JP530, quel est l'intérêt de conserver les PDF de traitements qui ont tourné il y a 2 ans? Je ne vous dis pas de purger la veille, mais nous, on préconise plutôt quelque chose de conserver 15 jours d'historique, mais même si vous conservez 1 mois, c'est déjà très, très bien. Donc ça permet de purger ça. Ça permet de purger aussi tous les exports Excel que vous pouvez faire, que ce soit à partir de fonctions MUL, à partir d'éditions, etc. Tout ça, c'est sauvegardé en base de données. Donc ça peut très vite faire monter la taille de la base de données de manière inutile. Donc PU400 est là pour faire du ménage. Vous pouvez le paramétrer grâce aux dates relatives pour faire un J-15 par exemple, si vous voulez purger tout ce qui est supérieur aux 15 derniers jours. Faut absolument le définir et je dirais encore plus pour les clients qui sont en SaaS. C'est une recommandation très importante pour les clients en SaaS. Donc, je viens de sensibiliser tous nos consultants à ce sujet.
Donc si vous ne l'avez pas encore activé, vous devriez être contacté très prochainement pour le faire, afin qu'on ait quelque chose de propre au niveau de la base de données et ne pas conserver des choses inutiles que vous ne réutiliserez jamais. Voilà pour le petit message. Je laisse Philippe reprendre la main pour la suite et vous parler encore de choses très intéressantes. Merci Martine. Non, t'en as loupé. La doc, t'as pas la doc en ligne. J'ai perdu ma doc en ligne. Crois-tu? J'ai perdu ma doc en ligne. Eh ben, écoutez, peu importe. On va passer à un autre sujet qui est le planning. Alors juste si je peux me permettre d'intervenir, effectivement, il y avait une autre slide qui a disparu dans nos différentes versions. Une slide qui vous permettait de voir que, alors je m'entends en écho, je ne sais pas si vous m'entendez en écho également. Jusqu'à présent, dans Orly, vous aviez un petit bouton en haut à droite au niveau de votre login qui vous permettait d'ouvrir la documentation d'Orly. Alors, pas très pratique parce que ça vous ouvrait quand même un PDF de 7000 pages. Donc, il fallait déjà le charger pour pouvoir après exploiter le contenu. Aujourd'hui, on a remplacé ce bouton chargement de PDF par un lien qui va directement sur la documentation en ligne Orly. Donc, c'est un nouveau site qui a été publié là tout récemment et donc intégré dans l'édition 21. Et donc, ça vous ouvre un site et ça pointe sur toutes les documentations Orly. Alors, ça va être la documentation standard, mais ça va être aussi la documentation des passerelles, ça va être la documentation des connecteurs, ça va être des documentations techniques. Vous allez retrouver également les fiches version, vous allez retrouver les prérequis techniques. Et puis aussi très intéressant, quand on sortira des versions correctives comme ça nous arrive de le faire, vous allez retrouver le détail et le contenu de la version corrective. C'est quelque chose qui était très souvent demandé, donc elles seront publiées ici. Donc ça y est, Philippe nous a retrouvé le lien. Donc vous voyez ici, on pointe sur un lien où il y a CJ d'Orly, mais également la SCM pour les gens qui ont la SCM. Nous, on est présents tous les deux. Et vous voyez que les documentations sont bien indiquées. Et une organisation très proche de ce qu'on avait dans le passé à l'époque des docs individuels. Donc la partie gestion commerciale, la partie gestion de production, les modules. Donc il y a des choses très intéressantes. Donc attention pour ceux qui sont en on-prem, vous pouvez utiliser les modules que si vous avez acquis la licence. Ce n'est pas le cas pour les clients qui sont en SaaS, puisque dans le SaaS, vous avez les licences de tous les modules d'Orly nativement, sans activation particulière. Donc je vous laisse aller regarder cette partie-là. C'est très intéressant et c'est très riche. Donc ne pas hésiter avant d'ouvrir un appel, d'aller voir là-dedans. On a essayé de concentrer un maximum d'informations et notamment tout le contenu qu'il y avait à l'époque dans les aides fonctions, alors aide AIDE, hein, pas les aides avec un Z, donc dans les aides fonctions et dans les aides champs. Tout cela a été repris dans cette documentation-là. Donc vous pouvez retrouver beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup plus facile à utiliser. Voilà Philippe, à toi de prendre le relais. Merci Martine. Allez, planning avant de terminer ensemble. Donc quelques éléments en termes de date. Donc sachez que le 28 janvier, on a un premier client qui a basculé en production dans le SaaS sur l'édition 21. Le 16 mars, donc justement pour l'ensemble de tous nos clients, que ce soit on-premise ou en SaaS, la version est disponible. Et donc le 2 mai, donc c'était début de mois, on a migré sur l'environnement de test tous nos clients qui étaient en édition 20 vers l'édition 21. Et à peu près 6 semaines plus tard, donc le 18 juin, on va migrer l'ensemble de nos clients SaaS, donc qui représente à peu près une cinquantaine de clients, hein, sur l'environnement de production. Donc voilà les échéances prochaines. Si on veut vous donner un petit peu de visibilité d'ici la fin de l'année, donc a priori fin septembre, on aura une version corrective de l'édition 21
qui sera disponible. Alors essentiellement pour les clients on-prem, puisque le côté SaaS, c'est Cegid qui pilote les dates en bonne intelligence, on va dire, c'est-à-dire par rapport à des plannings que vous pourriez avoir sur Y2, mais également des plannings que vous pourriez avoir par rapport à la compta Cegid. Et puis ensuite, ce qui est prévu, c'est fin octobre, la mise à jour, cette fois-ci, de l'environnement de test dans l'édition 21, pour que à peu près environ un mois plus tard, on effectue la même opération sur l'environnement de production. Donc voilà le planning sur l'édition 21 depuis son développement qui a démarré il y a quasiment 1 an et demi jusqu'à sa première version corrective en environnement de production. Mais évidemment, les sociétés qui sont en on-premise, vous pouvez l'appliquer et organiser vos plans de mise à jour dès lors que la version corrective est disponible. Donc a priori vers la fin septembre, peut-être tout début octobre, mais en tout cas c'est dans cette période-là. Voilà, puis évidemment, qui dit édition 21 dit édition 22. Et comme chaque année, Martine recherche un pilote, donc une entreprise qui veut bien recéter les évolutions de l'édition 22. Alors principalement en on-premise, mais ça peut être aussi dans le SaaS, pourquoi pas. Donc c'est ouvert. Et pour l'instant, on en attend, en général, on prend un client principalement. Et puis parfois, il peut y en avoir un deuxième, mais à voir avec Martine sur l'opportunité de le faire et de le piloter, parce que ça demande du temps et de l'énergie, donc en fonction de la période et de la typologie de client également. Faites-nous signe, en tout cas faites signe à Martine de votre volonté de piloter cette édition 22. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Bien évidemment, séance de questions, j'allais dire obligatoire, non, pas forcément, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc par chat ou par Q&A. Donc, alors la première est toujours difficile à poser. On va vous laisser quelques minutes. Te rappelles-tu, Martine, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une session la semaine passée, les questions qu'on nous avait posées. Il n'y en a pas eu beaucoup. C'est-à-dire tu as été très, très bien dans ta présentation. Je ne sais pas, mais il me semblait qu'il y avait des questions. En tout cas, on en a eu pas mal. Donc la 21 pour les clients on-prem est disponible sur demande, avec organisation de la mise en place par consulting avec votre directeur de projet attitré. Sur le SaaS, elle est déjà disponible, donc n'hésitez pas. Ah, première question, est-ce que nous allons pouvoir imprimer la nuit en SaaS? Alors, dès lors, je dirais que ce n'est pas une question de nuit ou une question de jour. Pour imprimer en direct sur imprimante, puisque c'est bien là la question, il faut que Orly soit actif, le portail Orly soit actif. Donc effectivement, si la nuit à 3 heures du matin, vous êtes devant votre écran avec un Orly actif, vous pourrez éditer la nuit. Pas de souci là-dessus. Si vous ne l'êtes pas, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sera pas capable de déterminer l'imprimante sur laquelle imprimer. Donc, c'est pas une question de jour, c'est pas une question de nuit. Deuxième question, personnes qui n'ont pas compris les premières diapositives. Alors sachez qu'on ne va pas les expliquer maintenant, on va laisser la part aux questions directes. Sachez que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réécouter si vous n'avez pas pu suivre les premiers slides. Et si éventuellement vous avez des questions par rapport à celle-ci, vous pouvez m'envoyer un mail à permoravec@cegid.com et on vous y répondra, bien évidemment. Donc, je vois que dans la liste des clients, il y a des clients SaaS. Donc, j'espère que vous êtes allé voir sur votre environnement de test cette nouvelle version. Notamment, aller tester Doc Online. Si vous allez voir, c'est assez bluffant. Une question concernant la documentation. Est-elle disponible à partir de la version 21? Oui, dans le cadre de la documentation en ligne. Oui, tout à fait. Donc, ce que je vous ai montré en décalé par rapport à l'explication de Martine, c'est à partir de l'édition 21. Donc, vous ne retrouvez pas ceci sur l'édition 20 et l'édition 19 pour ceux qui pensaient à ce type de remarques.
Alors, le bouton d'accès à Doc Online n'est disponible qu'à partir de la 21. Si vous regardez une édition 20 et que vous cliquez sur le bouton, vous chargerez toujours le PDF comme auparavant. Et puis surtout, sur Doc Online, on n'a publié que ce qui est relatif à l'édition 21. Donc, vous trouverez aucune information sur les versions précédentes. Une autre question. Un bouton qui envoie vers CJ Life est-il prévu prochainement? Pourquoi pas, je serais tentée de dire. Je trouve la remarque intéressante. Alors, si on voulait faire bien correctement les choses, il faudrait que non seulement il y ait un bouton vers CJ Life, mais qu'il y aurait déjà l'authentification. Parce que s'il faut que vous arriviez sur une page où il faut déjà que vous saisissiez vos logins de connexion, votre mot de passe, ça va être un peu laborieux, mais je trouve la remarque intéressante et je prends le point avec plaisir. Une autre question peut-être? On a été si clair que ça avec Philippe? Donc, prochaine étape, le 18 juin. Alors avant, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, Philippe. Si ben voilà, je te laisse continuer. Poursuivre, oui. Donc, on avait un deuxième webinaire qui est aujourd'hui. Le 12 mai, on a un webinar au titre du club utilisateur, dans lequel ce club utilisateur est composé de 2 commissions, dont celle autour d'Orly, qui est la commission RP Fashion. Et là, on aura une présentation pour ceux qui participent au club utilisateur autour de Orly en SaaS, avec notamment la participation d'Oracle France et également d'un témoignage client, qui sera celui de Patogaz, qui est un client qui a migré de Orly On-Prem vers Orly SaaS et qui a également, au cours de son projet, intégré une solution de partenaire qui est le New Black. Et puis 13 et 14 juin, vous avez dû recevoir tous des emails de la part de Cegid. On a la convention à Monaco, à laquelle est convié l'ensemble de nos clients de la BE Retail. Il y aura un atelier qui sera joué en français 2 fois, que j'animerai, et qui sera le lundi en fin de matinée et le mardi matin. Voilà, ce sera exactement le même, il sera joué en français et de la même manière. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clore ce webinaire. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire avec Martine et moi-même. Et puis, on vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Là, on n'en connaît pas encore la date. On a déjà suffisamment d'événements dans les prochaines semaines et prochains mois. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de semaine. Merci.